Bonjour à toutes et à tous et merci à Sophie Ottman et Françoise de Mézières de m'avoir invitée à intervenir, aujourd'hui. Je vais vous parler des différentes dimensions du jeu numérique pour l'apprentissage des langues, et je m'y intéresse aujourd'hui dans une perspective, d'analyse des outils existants. Donc je vous propose de nous pencher dans un premier temps sur, des éléments de définition pour en dégager ces dimensions et problématiser le propos et ensuite on passera à la partie, analyse. Alors, hem, une définition pour commencer simplement du jeu numérique que je vous propose ici, hein, c'est un support qui présente un caractère ludique auquel l'utilisateur joue par l'intermédiaire d'un écran en actionnant tout ou partie de son corps à l'aide ou non de périphériques d'interactivité. Ce qui est particulièrement intéressant dans cette définition, c'est, le fait qu'on actionne tout ou partie de son corps, hein, que ce soit le doigt, par exemple, si on a affaire à un écran digital ou les pouces avec la manette, mais ça peut aller plus loin aussi avec, le bras ou, même, l'entièreté de son corps, par exemple si on utilise une Switch. Hem alors aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à ce qu'on appelle le jeu sérieux. Je vous propose la définition de Julián Alvarez, qui est, le chercheur français qui a introduit un peu la question des jeux sérieux, hem, en France. Donc, sa définition, c'est une application informatique dont l'intention initiale est de combiner avec cohérence des aspects sérieux avec des ressorts ludiques issus du jeu vidéo. Donc si on regarde cette définition, on voit se dégager, 3 expressions clés, on va dire, hein. Il s'agit d'une application informatique, avec des aspects sérieux et des ressorts ludiques issus du jeu vidéo et ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est, l'expression «avec cohérence». Hem, puisque, c'est le grand débat en fait, hein, dans la recherche sur les jeux sérieux. Hem, quand on parle de jeux sérieux, dans notre cas de jeux d'apprentissage, Est-ce que, hem, est-ce que ces 2 aspects, qui sont présentés comme oxymoriques, est-ce qu'on peut les combiner véritablement? Est-ce que c'est pertinent, de les combiner? Est-ce que c'est efficace? Voilà, donc ça pose pas mal de questions, c'est la raison pour laquelle je vous propose d'essayer d'analyser, certains jeux sérieux, et donc plus spécifiquement dans notre cas des jeux d'apprentissage, pour les langues, en les déconstruisant, heu, dans ces 3 dimensions, hein, qui font partie de la définition qu'on vient de voir. La dimension, plutôt technique, la dimension vidéoludique et la dimension didactique et pédagogique. Alors avant de nous pencher sur ces 3 dimensions, un petit mot quand même sur les raisons pour lesquelles on peut s'intéresser à l'utilisation des jeux numériques en classe de langue. Hem, parce que, les jeux numériques présentent certaines caractéristiques, heu, qui, heu, qui peuvent être intéressantes, hein. On reste dans une formulation hypothétique. L'immersion langagière tout d'abord que qui permet en fait, hein, de mettre l'apprenant, en situation à minima de compréhension. Alors ça peut être de la compréhension orale, ça peut être de la compréhension écrite. Par extension, le joueur est mis en contact avec, du vocabulaire, au moins le vocabulaire, de l'environnement, vidéoludique, pardon. L'immersion sensorimotrice, présente aussi un intérêt, puisque, par des éléments visuels et auditifs, le joueur, est susceptible d'accéder au sens de façon peut-être, plus aisée, de faire une relation en fait, hein, de faire un lien entre, l'image et le son. Hem, la Les caractéristiques interactives également du jeu vidéo, hein, le fait que, le joueur interagit avec le jeu, qu'il doit faire des choix. Ça permet en fait de mettre l'apprenant en action, de le laisser face à, un certain nombre de décisions à prendre et d'en observer les conséquences. Et donc, ça rejoint un petit peu, l'idée de perspective actionnelle, sans rentrer dans les détails ici, mais, l'idée c'est effectivement que le jeu numérique serait susceptible d'avoir un caractère,
constructiviste, voire socio-constructiviste si c'est un jeu qui met en relation les apprenants entre eux. Et puis les caractéristiques ludiques du jeu qui permettraient un engagement plus important de l'apprenant parce que l'apprenant serait pris dans le scénario vidéoludique. Peut-être que du coup, il se sentirait moins en insécurité langagière ou celle-ci serait mise de côté au profit en fait de la réussite dans le jeu. Donc l'idée, c'est que le sentiment d'échec, même si on échoue dans le jeu, serait reporté plutôt sur les éléments ludiques, plutôt que sur un sentiment d'échec langagier. Alors tout ça, c'est à prendre des pincettes, mais disons que ce sont des raisons pour lesquelles on pourrait s'intéresser à l'utilisation des jeux numériques pour l'apprentissage. Hem Et ça nous mène à mon questionnement pour aujourd'hui. De quelle manière ces caractéristiques sont-elles exploitées dans les jeux d'apprentissage qui sont proposés aux apprenants pour soutenir la dimension sérieuse? Et quels éléments de ces des dimensions techniques et vidéoludiques heu, permettent de mieux penser la dimension pédagogique? Et est-ce que tous ces éléments, hein, ces 3 dimensions, se combinent avec cohérence? Alors, pour la dimension vidéoludique, je voudrais m'attarder un petit peu sur cet aspect-là parce que c'est celui qui est en général le moins connu, heu, dans le champ de la didactique des langues. Je vais utiliser un outil qui s'appelle le modèle MDA, pour, Mechanics, Dynamics, and Aesthetics. Et ce que je vous propose, c'est de commencer par la fin, donc par l'esthétique, pour revenir sur les dynamiques et les mécaniques, parce que c'est plus simple, tout simplement, de vous le présenter comme ça. Alors, heu, le modèle MDA, c'est un modèle de conception de jeux vidéo. L'idée pour la partie esthétique, en fait, c'est de réfléchir à ce qu'on veut faire vivre au joueur, qu'est-ce qu'on veut lui faire expérimenter d'un point de vue émotionnel. Et donc, les chercheurs qui proposent ce modèle MDA proposent une taxonomie non exhaustive d'émotions qu'on pourrait provoquer à travers le jeu, que vous avez ci-dessous: le plaisir des sens, l'imaginaire, la narration, le challenge, la camaraderie, la découverte, l'expression de soi, ou encore le divertissement. On va voir avec les exemples qu'on va analyser qu'on peut justement en trouver d'autres. Euh, alors pour provoquer ces émotions, on va s'appuyer sur ce qu'ils appellent les dynamiques. Donc on va mettre en place des situations et des éléments qui permettent de créer des expériences esthétiques. Et c'est ce qu'on va observer finalement dans le jeu. Alors par exemple, pour donner une sensation de challenge, on va s'appuyer sur des éléments comme la pression du temps ou sur des situations, par exemple, où on va mettre les joueurs en compétition. Pour la camaraderie, on peut la provoquer par l'échange d'informations au cours d'une mission et on peut même aller plus loin avec mettre en place une situation où on est dans une nécessaire coopération pour arriver à effectuer la tâche. Et donc pour créer ces situations-là, on va s'appuyer sur des mécaniques qui correspondent plutôt aux règles du jeu, c'est-à-dire les actions que le joueur va pouvoir faire dans le jeu, donc qu'il va pouvoir exploiter et influencer par l'intermédiaire des mécanismes de contrôle. Alors par exemple, pour provoquer le challenge, on a vu qu'on peut mettre les joueurs en situation de mise en compétition. Et bien pour créer la compétition, on va utiliser des mécaniques comme la collecte d'objets, le gain de points, des tableaux de score, etc. etc. Pour provoquer la camaraderie, on a vu qu'on pouvait mettre les joueurs en situation de coopération pour effectuer une tâche. Cette coopération, elle va pouvoir se faire à travers des outils comme le chat, donc la communication écrite ou orale, ou le mode multijoueur, puisque du coup là on peut passer par l'intermédiaire du micro aussi, ou encore des outils de gestion de ressources partagés. On va pouvoir mettre en commun du coup les ressources et discuter ensemble de comment arriver au bout de cette tâche.
Donc voilà le modèle que j'utilise pour analyser la dimension vidéoludique des jeux sérieux. Et je vous présente maintenant les critères d'analyse que je vais utiliser pour les 3 dimensions, technique, ludique et didactique et pédagogique. Alors, au niveau de la dimension technique, ce qui va m'intéresser surtout, c'est quelles sont les enfin, quelle interactivité est produite dans l'outil. Au niveau des inputs du joueur, hein, comment le joueur va pouvoir communiquer, va pouvoir interagir avec le jeu. Donc, quelles sont les actions possibles avec l'environnement? Est-ce qu'il peut cliquer? Est-ce qu'il peut glisser, déposer, ce genre de choses? Et comment l'outil lui répond. Donc les réponses sont en général visuelles ou sonores, hein. On donne quelque chose à voir ou à entendre pour faire comprendre qu'il y a un succès ou un échec de l'action du joueur. Donc je vais surtout m'intéresser à ces questions d'interactivité et puis à l'immersion. Quel environnement visuel et sonore on propose et on donne à voir aux joueurs? Est-ce que les images sont fixes ou animées? Est-ce qu'on a de la musique? Quel type de musique? Quels sons? Et cetera. Est-ce qu'on peut naviguer dans l'environnement? De quelle manière on navigue dans l'environnement? Et cetera. Au niveau de la dimension ludique, on retrouve les 3 éléments que je vous ai cités tout à l'heure, hein, esthétique, mécanique et dynamique. Alors, l'esthétique me paraît particulièrement importante parce qu'elle est à mettre en relation avec le but ludique. Et puis on retrouve donc mécanique et dynamique. Et puis, on va s'intéresser aussi au fonctionnement de l'univers qui participe à la dimension ludique. Est-ce qu'on a des personnages? Quel type de parcours on nous propose, et cetera. Et puis enfin, au niveau de la dimension didactique et pédagogique, on retrouve des caractéristiques qu'on a typiquement dans l'ingénierie pédagogique. Quels sont les objectifs pédagogiques? Quelles sont les activités langagières mises en œuvre? Quels sont les formats d'activités? Je suis partie de la taxonomie proposée par Nicolas Guichon, comme les exercices lacunaires, les choix simples, les choix multiples, les exercices d'appariement, et cetera. Mais il peut y en avoir d'autres. Et quels sont les choix pédagogiques des concepteurs, le type de progression qui est mis en œuvre. Donc, on a ici une grille qu'on peut lire de façon verticale comme je viens de le faire, mais c'est encore un peu un travail en cours, si vous voulez. J'aimerais aussi qu'elle soit lisible de façon horizontale, c'est-à-dire que j'essaye de voir justement si on peut mettre en relation certains éléments. Par exemple, est-ce que les buts ludiques et les objectifs pédagogiques se rejoignent? Est-ce qu'on peut les mettre en relation? Au niveau de la deuxième ligne, on voit qu'on est plutôt dans les actions qui sont possibles au niveau technique, au niveau vidéoludique et puis au niveau pédagogique. De la même manière, la troisième ligne correspond plus à ce qui est donné à voir aux joueurs apprenants, donc à la fois par rapport aux réponses visuelles et sonores, par rapport aux situations qui sont proposées et par rapport aux choix pédagogiques. La quatrième ligne aussi, j'ai essayé voilà, de mettre ensemble tout ce qui est en lien avec l'environnement de l'outil et j'ai mis le type de progression dans cette ligne-là parce qu'on peut peut-être la mettre en relation avec les parcours qui sont proposés au niveau du fonctionnement de l'univers. La dernière ligne, enfin, correspond à ce qui est sous-jacent à la conception, ce qui a été décidé en amont et ce qui est observable à l'issue de l'analyse, en tout cas au moins pour la dimension ludique et pour la dimension pédagogique. Alors pour la dimension ludique, est-ce qu'on est dans une approche intrinsèque, c'est-à-dire que les aspects ludiques et les aspects pédagogiques sont intrinsèquement liés, ils sont véritablement combinés, ou est-ce qu'on est dans une approche extrinsèque, c'est-à-dire qu'on a désolidarisé la partie jeu et la partie sérieuse, c'est-à-dire qu'on fait d'abord des mini-jeux, par exemple, et ensuite on a des contenus d'apprentissage ou le contraire. Et puis pour la dimension pédagogique, on va voir quelles sont les théories et les méthodologies sous-jacentes aux choix pédagogiques et qui éventuellement s'expriment aussi dans les choix vidéoludiques, voire techniques.
Alors, je vous propose l'analyse de 2 jeux sérieux, parce que j'ai pas le temps, pour vous présenter, plus que cela. Donc j'ai choisi, en 1er une petite application, d'apprentissage, qui s'appelle Pilipop, qu'on trouve en français, en anglais et en espagnol, pour le moment, je crois. Alors le principe de cette petite application, c'est que, en fait, on commence une petite histoire où on voit, des petits extraterrestres qui sont des Pilipop, qui prennent leur vaisseau et se crashent sur terre et vont à la rencontre d'êtres humains. Et voilà pour l'élément de narration. Et ensuite, on doit choisir un de ces petits Pilipop qui apparaît être un avatar de soi, mais en fait, il semble plus que ce soit un personnage dont on doit prendre soin. Et donc, pour prendre soin de ce personnage, il faut d'une part le nourrir et d'autre part le satisfaire. Alors pour le satisfaire, il faut lui prononcer des mots dans la langue cible, à la demande, à l'aide d'un outil de reconnaissance de la parole. Et donc on voit la jauge de satisfaction qui augmente. Pour la partie où on doit le nourrir, en fait, on doit lui acheter de la nourriture à l'aide de piments qu'on acquiert en jouant à des mini-jeux. Les mini-jeux, c'est un petit peu ce que vous avez à l'écran, c'est ce qui est représenté à l'écran. En fait, vous avez un parcours avec des personnages qui sont présentés, euh, avec une thématique qui apparaît. Par exemple, on a un personnage déguisé en pompier, et quand on clique sur ce personnage, on arrive par exemple sur le mini-jeu que vous voyez à gauche, qui va permettre d'apprendre, enfin de travailler sur un objectif lexical thématique qui est celui des bâtiments. Alors, on a le choix entre un travail en compréhension ou un travail en production. Pour la compréhension, c'est la vignette du haut. On doit, avec son camion pompier, cliquer sur le bâtiment qui est en feu. Et quand on arrive devant le bâtiment, le petit pompier éteint le feu et on obtient le mot de vocabulaire. Donc là, par exemple, on va entendre un hôpital. C'est en même temps un petit jeu de vitesse parce que si on n'arrive pas assez vite pour éteindre le feu, le bâtiment brûle. Au niveau de la production, là, on voit le camion pompier qui se déplace devant un bâtiment et il faut prononcer le mot pour pouvoir éteindre le feu. Voilà. Et donc, on va retrouver des mini-jeux toujours sur le même principe. On écoute un mot avec 3 niveaux de difficulté. Le 3e niveau étant l'introduction du mot dans une petite phrase très simple, du type, par exemple, ici, éteins le feu ou va au bâtiment, va devant le bâtiment de l'hôpital, par exemple. Va devant l'hôpital. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, désolée pour le gros pâté, j'ai pas eu le temps de scénographier cette présentation-là. Alors, il ne s'agit pas de tout lire de toute façon, parce que je vous ai présenté déjà un peu tous les éléments qui sont présents dans ce jeu, mais on va plutôt suivre les codes couleurs. Alors, ce qui m'intéresse, par exemple, ici, en bleu, c'est que vous avez un certain nombre de principes ludiques qui sont là pour créer une forme d'engagement en dehors de toute considération d'apprentissage. Donc on voit qu'il y en a quand même beaucoup, et parmi eux, j'ai perdu ma souris, il y a quand même des éléments esthétiques, le challenge et la narration, qui sont là vraiment, qui sont désolidarisés des questions d'apprentissage. En rouge, et c'est ce qui est le plus présent, c'est tout ce qui est de l'ordre de la répétition. En fait, on voit qu'on a un objectif essentiellement lexical, légèrement syntaxique, et puis on travaille aussi l'articulation, la prononciation avec la reconnaissance de la parole. Et tous ces éléments-là, en fait, se font à travers la répétition. Et donc, on voit que tout ce qui est en rouge, c'est en fait au service de la répétition, que ce soit au niveau de l'interactivité, au niveau des mécaniques et des dynamiques, et puis au niveau des formats d'activité. On a même la possibilité en fait de consulter un dictionnaire, un petit répertoire en fait lexical, qui fait un peu office de laboratoire de langue, parce qu'on peut s'enregistrer et se réécouter. Et donc on voit ici qu'on est plutôt dans une approche
qui correspond un peu à la méthodologie structuro-globale audiovisuelle, puisqu'on est vraiment dans la répétition, hein, de type behavioriste et structuraliste. Alors, un deuxième jeu pour l'apprentissage de l'allemand, Die Stadt der Wörter. Je vous ai fait une petite vidéo. Alors malheureusement, j'ai pas pu obtenir le son. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné, mais à la limite, c'est pas plus mal parce que ça me permet de parler en même temps pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, le titre est transparent, hein, l'objectif annoncé est quand même assez clair dans le jeu, hein, la ville des mots. Donc, on se trouve dans une ville et on va visiter différents lieux. Donc, on est dans un parcours, enfin, on est vraiment dans une narration de type topographique, dans lequel, en fait, dans chaque lieu, on va collectionner des mots. Par exemple, là, les personnages nous ont demandé quels mots il nous faut pour demander quelque chose au restaurant, pour s'exprimer au restaurant. Et donc, on va à la cafétéria et vous voyez qu'on peut naviguer en glissant en faisant glisser le paysage, le panorama. Donc, on est dans une navigation panoramique. Et puis, on clique sur les mots. On obtient une vocalisation de ce mot dans une phrase. Et vous voyez, donc à chaque fois, c'est vocalisé. Hein, on ne l'entend pas, mais voilà. Donc, par exemple, möchtest du einen Apfel? Ja, gern. Et il s'agit à la fois de discriminer le son, donc de le choisir. Et du coup, par là, on fait aussi le lien entre le son, l'écrit et le sens, puisqu'on a l'image. Et donc, ce mot est intégré dans une phrase, même dans un mini-dialogue. Donc, il y a un aspect légèrement communicatif. Et ensuite, on peut faire des exercices où on va retrouver ce vocabulaire-là, avec des exercices de type exercice à choix multiples, exercice à choix simple, mettre en relation une image et un son. On va avoir aussi des petits exercices lacunaires, éventuellement des glissés-déposés, ce genre de choses. Mais on est dans une typologie d'exercice qui correspond à des exercices fermés. Et dans ce jeu-là, on n'a pas la possibilité de locuter le mot. Tout se fait à l'écrit. On peut entendre, mais on ne peut pas parler. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne au niveau de l'analyse. Vous voyez qu'il y a une couleur en plus par rapport au tableau précédent. On retrouve des éléments qui sont désolidarisés de la réflexion, on va dire, pédagogique. Par exemple, on a un avatar qui est présent dans le jeu, qu'il s'agit de customiser. On peut le personnaliser à travers des accessoires qu'on va gagner en réussissant bien les exercices. Mais en fait, ça s'arrête là. Il n'y a pas du tout de réflexion par rapport à ce qu'on pourrait faire sur, par exemple, la description du personnage ou ce genre de choses. On retrouve aussi des éléments, on retrouve l'objectif lexical comme on l'avait pour Pilipop. Par contre, ce lexique est un petit peu plus contextualisé, hein, c'est du lexique qui reste thématique, mais dans une situation du quotidien, on a un contexte visuel et parfois on a même un petit contexte communicatif. Et ce vocabulaire-là est entraîné à travers la répétition. On voit, hein, en rouge, on retrouve la collection de mots, on collecte des mots, on gagne des points en collectant ces mots, et c'est au service de la répétition, en fait. C'est pour inviter le joueur à tout le temps répéter. Et puis, on a quelque chose de l'ordre du communicatif, parce qu'il s'agit de découvrir dans le panorama qui nous est proposé, de chercher les mots dans l'environnement, et ça permet de donner une petite contextualisation. Mais ça reste quand même une approche communicative de surface. Ça ne va pas beaucoup plus loin, en fait, au niveau de la réflexion pédagogique. Alors, du coup, quelles conclusions on peut en tirer au niveau des améliorations possibles ?
Une première chose que je n'ai pas évoquée, c'est que les feedbacks qui sont donnés dans les deux jeux, hein, que ce soit Pili-Pop ou Die Stadt der Wörter, ce sont des feedbacks positifs ou négatifs, du type un applaudissement ou un petit son de réprobation, mais ça ne va pas plus loin. Donc on pourrait, par exemple, proposer des feedbacks beaucoup plus constructifs qui permettraient à l'apprenant de développer peut-être davantage de réflexion sur comment s'améliorer au niveau langagier. On peut s'interroger aussi sur la nécessité de mettre les principes ludiques, tous les principes ludiques au service de l'appropriation. On a vu dans les deux exemples que tous les éléments ludiques ne sont pas mis au service de l'appropriation, qu'il y a des choses qui sont complètement désolidarisées. Alors ça s'explique justement d'une autre manière, parce que l'idée c'est aussi de provoquer de l'engagement. Et par exemple, dans Pili-Pop, ça fonctionne bien dans le sens où pour pouvoir prendre soin de son personnage, il faut obtenir des piments, et pour obtenir des piments, eh bien, il faut faire les exercices, les répéter, etc. Et plus on réussit les exercices correctement, ou les mini-jeux, plus on obtient de piments. Mais dans Die Stadt der Wörter, il y a vraiment, par exemple, moi, je n'ai pas du tout vu l'intérêt d'avoir un avatar ici, parce que ça n'était pas du tout mis en lien, que ce soit au niveau des mécanismes ludiques ou au niveau des mécanismes d'apprentissage. Et puis, bien sûr, on pourrait essayer de dépasser l'orientation quasiment uniquement lexicale et behavioriste avec la répétition. On a vu que Pili-Pop est relativement cohérent au niveau des dimensions, des 3 dimensions, mais son efficacité est questionnable parce que, justement, il manque cette dimension communicative, voire actionnelle. On est vraiment juste dans l'apprentissage d'un lexique isolé, et donc il y a une perte de sens par rapport à ça, hein. On n'est pas du tout dans une approche communicative. Et dans Die Stadt der Wörter, on a une réflexion communicative, mais qui reste de surface encore. Alors ça peut s'expliquer par des contraintes techniques. Est-ce qu'on peut aller plus loin ou pas en fonction des contraintes techniques? Et je pense que c'est possible. Par exemple, en mettant l'interactivité au service justement de dynamiques, de mécanique et d'esthétique différentes. Alors au niveau des mécaniques et des dynamiques, hein, valoriser plutôt l'observation, la découverte, l'expérimentation, la résolution de problèmes qui mènent du coup, à devoir communiquer langagièrement. Ça rejoint l'idée en fait, hein, de tâche de la perspective actionnelle. Et puis au niveau esthétique, hein, avoir une esthétique centrée aussi plutôt sur la découverte ou la camaraderie et la coopération en privilégiant des jeux multijoueurs ou encore l'expression de soi qui amène à faire parler plutôt la créativité des apprenants et donc à leur donner envie de parler ou d'écrire. Et du coup, là, on aurait des jeux qu'on pourrait aussi utiliser en classe parce que ça pourrait donner lieu à des discussions, à des débats, à des journaux de bord ou ce genre de choses. Voilà. Alors, on a un certain nombre d'éléments ici de réflexion qu'il faut approfondir. Je vous dis, c'est un travail en cours. Ça rejoint aussi un certain nombre de choses qui ont été dites dans les communications précédentes. Par exemple, ce qu'a dit Shona White sur la question de la négociation du sens, c'est très parlant à ce niveau-là. Et par exemple, on pourrait avoir des jeux qui permettent, qui poussent à la coopération et du coup à la négociation du sens. Voilà quelques éléments de réflexion que je vous proposais de vous partager pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et voilà, je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Laurence. Je viens de partager le lien que tu nous as transmis. C'est un lien vers un jeu, non? Alors, le lien, c'est le lien vers Die Stadt der Wörter. D'accord. Et Pili-Pop, c'est une application sur smartphone. Alors, c'est une application qui est payante, mais il y a je ne sais plus, je n'ai pas compté, mais je crois que les 10 premières thématiques sont accessibles gratuitement. D'accord, très bien.
Alors, j'ai pas parlé du public parce qu'ici, c'était pas le plus important, mais je pense que vous aviez deviné que Pilipop, c'est plutôt à destination des enfants. Il y a un contrôle parental, Mmh. dans l'application et puis, Die Stadt der Wörter, c'est plutôt à destination d'adultes. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. En fait, tu peux peut-être arrêter le partage d'écran et on va Ah oui, pouvoir, si tu as l'œil sur le chat, répondre aux questions. alors, Ça arrive, hein. parce que du coup, le chat va apparaître sur, Il est sur le live du YouTube. Est-ce que tu l'as? Tu l'as ouvert ou pas? Alors, je oui, vais oui, te oui, mettre. oui, oui, ça y est, je l'ai. D'accord, parce qu'il y a deux questions. Je sais Le pas plus si je dois important, remonter c'est. un peu ou pas? Non, ça va. Ça commence par Bérangère Carrel et D'accord, ensuite Christophe OK. Riffet. Donc en termes de ludification et de ludicisation, s'agit-il du même processus à l'œuvre dans des domaines différents ou bien l'un a-t-il une dimension davantage conceptuelle? Alors, j'avoue que je ne comprends pas bien la question. Est-ce que la question porte sur, en fait, la distinction entre ludification et Oui, conception de je service? pense qu'elle est mal reformulée, donc je propose à Bérangère de la reposer et je te laisse peut-être regarder celle de Christophe en attendant. Oui, parce que la différence entre les 2, mais entre les 2 quoi, en fait? C'est ça la c'est ça ma question. Oui, il manque un OK. petit mot. Alors, dans quelle mesure ces environnements sont ouverts? Ils ne le sont pas du tout, hein, ni l'un ni l'autre. On n'est pas du tout dans des environnements ouverts ici. Pareil, le lexique n'est pas modifiable, hein, on est dans du lexique qui est, transmis. Il y a un côté, transmissif, fort aussi. Je l'ai relevé dans Pilipop, j'en ai pas parlé lors de la présentation, mais c'est présent dans la grille d'analyse. Hem et du coup, quelle appropriation pour les enseignants? Alors au départ, c'est ce que je voulais faire, hein, pour cette présentation, mais j'ai été limitée en fait dans le choix des serious games parce qu'avec la disparition de Flash, il y a beaucoup de serious games qui ne sont plus, accessibles. Hem et du coup, ce qui fonctionne encore, ce sont les jeux qui ciblent véritablement les apprenants. Hem et du coup, effectivement, ma réflexion, j'ai réorienté ma réflexion plutôt sur la question de la conception, plutôt que sur, l'appropriation en classe. Heu, il me semble que ce type d'application ou, de jeu, on ne peut pas vraiment, l'intégrer en classe à moins, hem si, par exemple, Pilipop, on pourrait proposer, en fait, des petites séances de jeu, de, 5 minutes, par jour et donner aux enfants la possibilité ensuite de rédiger un journal de bord ou, d'avoir une petite discussion sur ce qu'on a fait aujourd'hui. On pourrait éventuellement, réfléchir effectivement à une intégration, dans la classe. Le problème, c'est que c'est payant. Mais voilà, c'est pas du tout pensé de cette manière, hein. L'enseignant n'est pas du tout un public cible de cette application-là. Et pareil pour, Die Stadt der Wörter. Hem, alors, pour la question de Eva Lacroix, la question de l'esthétique ici, je pense, c'est, il faut vraiment la mettre, en relation effectivement avec l'émotion qu'on cherche à provoquer, chez le joueur et qui est, soutenu par les dynamiques et les mécaniques. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ne transparaît pas en fait dans ce modèle-là, qui est aussi justement, c'est pour ça que je l'ai mis dans la grille d'analyse, mais je ne suis pas encore allée très loin à ce niveau-là et je pense que ma grille d'analyse, elle est perfectible, hein. Il y a beaucoup d'éléments qui manquent encore. Hem, il y a la question aussi de, l'émotion provoquée par, l'environnement lui-même en fait, hein, par les visuels, par les sons, et cetera. Et c'est ce qui ressort souvent, quand enfin, les fois où j'ai interrogé des apprenants qui ont testé un jeu d'apprentissage des langues, ce qui ressort, c'est les remarques portent sur l'environnement lui-même.
Heu, les, dessins étaient beaux, les animations étaient chouettes, la musique était sympa et puis finalement, ben, ils parlent pas trop de la partie apprentissage. Heu, Après parfois, ils vont dire, ben, si le ils vont parler du caractère amusant, divertissant ou ennuyeux du jeu et là, on peut avoir une réflexion sur les mécaniques qui sont utilisées dans le jeu. Hem, mais comment évaluer? Donc plutôt un environnement stimulant plutôt que esthétique. Oui, voilà. Ici, esthétique, il faut le penser au sens de oui, aussi de stimulant, effectivement. Alors, je reprends la question de Bérangère. Donc, hem, la différence entre ludification et ludicisation. Alors, personnellement, je fais pas de différence entre les 2. Donc je pourrais pas vous dire, quelles sont les différences. Hem Je me suis un peu, intéressée à la question de la gamification et je pense que, du coup, c'est ce qu'on appelle la ludification. Mais, ce qui m'intéresse surtout, c'est, effectivement la conception de jeux sérieux et donc la ludicisation et dans les 2 cas je reprends la question, hein, désolée. Hem, Prenez le temps, Laurence, on a oui, encore oui, 3 minutes, hein, donc prenez le temps. d'accord. Oui, j'avoue que la question m'échappe. Il y a quelque chose qui m'échappe dans la question. Y a-t-il une dimension davantage conceptuelle? Pour moi, si j'ai bien compris la question, hein, en termes de conception, l'objectif est le même, c'est de provoquer un apprentissage. La question, heu, la problématique dans les 2 cas me semble être la même aussi. C'est au-delà de l'engagement, que les 2 peuvent provoquer, est-ce que, il y a véritablement une appropriation? Et c'est ce qui est difficile à déterminer. Hem et voilà, donc j'ai pour ça, j'ai pas de réponse encore, hein. Je travaille aussi sur cette question-là, mais actuellement, je travaille avec un collègue qui enseigne en UPE2A. On fait de la recherche-action et donc on teste des jeux, mais plutôt des jeux de divertissement, déjà pour voir si, l'introduction du jeu vidéo, dans la classe, permet de s'approprier, en fait, des structures ou du vocabulaire ou, de provoquer, des interactions qui seraient plus, fluides que, dans un exercice, plus classique, on va dire. Eh bien, on va pouvoir prendre la dernière question. Alors oui, pourquoi dire jeu sérieux à la place de jeu éducatif? En fait, il s'agit même pas de jeu éducatif ici, mais de jeu d'apprentissage. Enfin moi, je préférais parler de jeu d'apprentissage plutôt que de jeu sérieux. Le jeu sérieux, vous avez raison, hein, de poser la question. Le jeu sérieux, c'est, le terme, global, on va dire et quand on parle de jeu sérieux, on fait la différence entre différents types de jeux sérieux et dans le cadre de cette présentation, je parlais des jeux d'apprentissage, effectivement, hein, pas de tous les jeux sérieux, mais des jeux d'apprentissage et même plus spécifiquement des jeux d'apprentissage des langues. OK, donc Bérangère Carrel, moi, je fais pas vraiment de différence, on va dire. Voilà. Je pense que vous allez échanger bien pendant longtemps après l'intervention. En tout cas, merci infiniment, Laurence. C'était très intéressant et merci. C'est la première fois qu'on regarde les jeux sérieux de cette dimension-là. C'était très intéressant. Merci beaucoup, hein. Eh bien, on vous souhaite un bon après-midi. J'espère que vous restez avec nous. Oui, Bon, merci à vous. merci, Laurence. On va pouvoir donc prendre 10